Bien le bonjour. Ce qui va suivre est une révélation sur l'identité de l'Im-sama. Si vous ne désirez pas savoir, je vous conseille d'arrêter cette vidéo et de passer une bonne journée. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes curieux, mais il se peut que votre appréciation de l'œuvre de One Piece soit affectée. Je vous laisse donc une dernière chance de ne pas connaître l'identité de l'Im-sama si vous pensez que cela pourrait gâcher votre expérience. Bien, si tout cela a été compris, alors allons-y. Alabasta. Ce royaume des animaux introduit au chapitre 180 de One Piece est l'un des plus importants de l'histoire. L'arc Alabasta est l'arc de la première apparition de Im-sama. Lors de la première apparition de Pell le faucon, on le voit agenouillé aux côtés de Shaka le chacal, qui sont tous deux des gardes royaux du royaume d'Alabasta. Comme on peut le voir lors de l'arc de la rêverie, les 5 doyens s'agenouillent face à la première apparition d'Im-sama de la même manière que Shaka. Cependant Pell le faucon garde son arme prête à être dégainée, montrant ainsi son refus de se considérer inférieur au roi Nefertari Cobra, puisqu'il est lui-même le roi du monde. Pell le faucon est d'ailleurs considéré comme le plus grand guerrier d'Alabasta. C'est également le personnage qui nous a dévoilé l'existence de 5 fruits du démon qui confèrent la capacité de voler. Parmi ces fruits, il y a le Tori Tori no Mi, modèle faucon mangé par Pell. Le Tori Tori no Mi, modèle phénix mangé par Marco. Le Musi Musi no Mi, modèle guêpe mangé par Bi-Han. Le Musi Musi no Mi, modèle Scar Rhino mangé par Kabu. Et le Ryu Ryu no Mi, modèle Pteranodon mangé par King. Cela nous prouve d'ailleurs que Saint Marcus Mars, l'un des 5 doyens ayant la transformation en Itsumade, n'a pas de fruits et que c'est sa véritable forme. Pell le faucon est d'ailleurs connu pour sa grande vitesse, sachant que le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide dans notre monde. Au chapitre 208 de One Piece, le titre « Le Dieu protecteur » fait mention à Pell le faucon. Car comme les 5 doyens sont des dieux, seul un dieu peut régner sur eux. Lors de ce chapitre, Pell apparaît pour sauver Alabasta, et fait mention du fait que cela faisait bien longtemps qu'il ne s'était pas rendu dans la base secrète du clan des Sables, faisant ainsi mention à son immortalité. Suite à cela, la princesse Vivi se remémore son passé, lorsqu'elle avait failli mourir d'une explosion de poudre en voulant fêter l'entrée de Pell dans la garde royale avec des feux d'artifice. On voit alors Pell le faucon se permettre de gifler la princesse, comme s'il était un parent éloigné de cette dernière, alors qu'il vient de rejoindre la garde royale. Igaram est d'ailleurs choqué du geste de Pell, étant lui-même son supérieur hiérarchique. Plus tard, Pell le faucon emmène Vivi se promener dans les airs. Durant la promenade, Vivi demande à Pell ce qui le pousse à s'entraîner quotidiennement à la guerre. Pell répond alors qu'il doit protéger le royaume. Cependant lorsque Vivi lui demande contre qui il doit se battre, il répond ne pas savoir. On remarque alors un chapeau de paille se former avec le coucher de soleil. Pell fait ensuite mention du fait qu'il s'agit de protéger plutôt que de se battre, ce qui sera important dans ses convictions plus tard, lorsqu'il opposera ses idées à ceux de Luffy. Après le flashback, Pell dit que ce fut un honneur de servir la famille Nefertari. Puis il emmena avec lui la bombe dans les airs, loin du royaume d'Alabasta. On peut voir la statue du dieu faucon, Horus, de la mythologie égyptienne se fissurer à cet instant. Pell dit ensuite qu'il est le dieu protecteur d'Alabasta. Et on remarque l'aiguille de la bombe, qui ressemble étrangement au siège d'Im-sama. L'explosion de la bombe survint alors dans les cieux et nous rappelle fortement l'attaque qu'Im-sama a utilisée pour détruire le royaume d'Ororussia. Suite à cela, Crocodile perd son combat contre Luffy et la pluie se remet à tomber sur Alabasta. Vivi dit alors que c'est la preuve que le cauchemar est terminé, en faisant référence à la défaite de Crocodile, alors qu'il s'agit du sacrifice de Pell le faucon qui a mis fin au cauchemar. Crocodile n'a en effet aucun moyen de contrôler la météo, hormis avec l'engrais artificiel, et il n'a pas non plus éveillé son fruit du démon. Igaram dit après la bataille finale que Pell le faucon était le guerrier le plus puissant et le plus noble qu'il ait connu. Oda nous rappelle de cette manière plusieurs fois la puissance de Pell et qu'il ne faut pas se baser sur le rôle factice qu'il joue à Alabasta. Vint ensuite le moment où Shaka dit qu'il n'acceptera jamais la mort de Pell. Qu'il n'arrive même pas à verser de larmes et ceci avec le sourire, comme s'il savait pertinemment que Pell le faucon n'était pas mort. Il l'appelle d'ailleurs mon cher Pell, montrant ainsi son proche lien avec lui. L'un des points les plus étranges est la survie de Pell et qu'un hôpital construit en plein désert le sauve de ses prétendues blessures. On remarque d'ailleurs que le bandeau de Pell le faucon lui est remis, sans que l'on ne puisse voir son front,
ce qui nous pousse à penser qu'il a un troisième œil. Si l'on se tient à la mythologie égyptienne, le dieu Horus a une tête de faucon et un demi-frère qui est Anubis. Il est également le dieu du ciel, ce qui est intéressant sachant que la montée des eaux est le souhait d'Imsama. Horus a également l'œil Udjat, un symbole puissant à la lune et à ses phases, ce qui fait sens avec le troisième œil caché par Pelle le faucon. À ce stade, on peut deviner que le fruit du démon de Pelle le faucon est un Zoan mythique modèle Horus. Shaka a quant à lui le Zoan mythique modèle Anubis. Pelle le faucon dégainera sa lame durant l'arc d'Alabasta, pour une courte durée, puisqu'il se fera battre aussitôt par Robin. On ne verra plus l'étendue du pouvoir qu'il a en se battant à l'épée puisqu'il ne donnera pas un seul coup avec, alors que sa lame est d'une grande beauté. Pelle sauvera durant l'arc d'Alabasta Luffy, ce qui est ironique. Luffy lui demandera de la viande pour être remis sur pied et Pelle lui en donnera afin qu'il aille se battre avec Crocodile. On apprend l'existence du tombeau de la famille royale lors de l'arc Alabasta. Ce qui est surprenant, c'est lorsque Robin entre dans le tombeau et que les murs affichent le dessin d'Horus et Anubis sur les murs, sachant qu'ils étaient là avant que Pelle et Shaka ne naissent normalement, sauf s'ils étaient immortels, n'est-ce pas? Il y a aussi les symboles sur les tambours des nerfs que l'on remarque. Ainsi qu'un serpent à sa droite. Nous apprenons d'ailleurs que le tombeau a été construit de telle sorte à s'effondrer au moindre pilier manquant. L'architecte devait ainsi être extrêmement doué d'une civilisation passée, sans doute. Lorsque Robin est sur le point de mourir dans le tombeau royal, elle dit au roi Cobra qu'elle est fatiguée de cette vie et qu'elle voulait simplement connaître la vérité. Si on regarde bien, le mur sur lequel elle est adossée comporte alors le symbole d'un volatile, que l'on peut considérer comme étant un faucon. Tout de suite après avoir quitté Alabasta, l'équipage au chapeau de paille voit un bateau tomber de l'île céleste de Skypiea, qui est la plus proche d'Alabasta. On peut alors voir sur la carte de Skypiea tenue par Nami un serpent, similaire à celui dessiné dans le tombeau royal d'Alabasta, ce qui indiquerait le lien entre ces deux cités. Et pour finir avec l'arc d'Alabasta, on remarque que Shaka, qui est représenté par la statue d'Anubis, dit les mêmes mots que Pelle, ce qui souligne sa proximité avec Im-sama et son rang dans la divinité. Plus tard, lors de la couverture du chapitre 344, nous voyons pour la première fois Pelle le faucon torse nu dans les bains des hommes. On remarque alors qu'il a les cicatrices les plus marquantes de tout One Piece, indiquant ainsi sa participation à une immense guerre ancienne. Mais encore une fois, son bandeau n'est pas retiré, ce qui indique la présence de son troisième œil. Maintenant, passons à l'arc de la rêverie. Cet arc commence par le départ de la princesse Vivi pour Marie-Joise. Igaram dit alors à Vivi de faire attention, qu'un oiseau géant pourrait la kidnapper et que même un météore pourrait s'abattre sur elle. Cela fait évidemment référence à Pelle le faucon qui voudra plus tard la kidnapper sous l'apparence de Im-sama, ainsi que de son attaque dévastatrice en boule semblable à un météore. Étrangement, c'est à ce moment-là que Pelle rassure Igaram en lui disant que Vivi a déjà été pirate, mais c'est surtout que c'est lui ce danger même que Igaram mentionne. Tout de suite après, le roi Cobra informe Shaka qu'il veut parler au gouvernement à propos d'un certain sujet. Shaka lui demande alors s'il s'agit des poneglyphes. Tout ça avec un air contrarié. Plus tard sur le bateau, la nouvelle de la victoire de Luffy sur Big Mom parviendra à Vivi. Pelle est le seul à décrocher un sourire sournois en arrière-plan. Cette première apparition d'Im-sama cache quelque chose de mystérieux. Nous avons tous vu le chapeau ressemblant à celui de Luffy et avons pensé qu'il s'agissait d'un chapeau. Cependant, si l'on se fie à ce que Doflamingo dit dans la même page, il y aurait un trésor caché à Marie-Joise et ce trésor serait ce chapeau. Mais il s'agit de bien plus qu'un chapeau, en y regardant bien, la moisissure sur celui-ci forme une carte. Le bandeau autour, forme quant à lui Redline. Nous verrons toutefois la théorie sur ce chapeau lors d'une prochaine vidéo, si cela vous intéresse. Pour en venir au trône d'Im-sama, 2 lions sont sculptés en tant qu'accoudoirs. Les lions font d'ailleurs partie du décor d'Alabasta, comme on peut le voir dans les bains en commun, où dont statues de lions font couler l'eau en tant que fontaine. Nous entrons maintenant dans les moments où Pelle le faucon s'est trahi lui-même comme étant Im-sama. En effet, en tant que garde royal, sa principale mission est de protéger le roi et la princesse d'Alabasta. Cependant, lorsque Vivi était en danger face à un dragon céleste, il n'était pas là et s'excusera de son absence en indiquant que le roi avait reçu une lettre pour aller parlementer avec le roi Riku et Fujitora. Où était donc Pelle durant ce temps? Eh bien cela se produit au même moment où Im-sama apparaît pour la première fois devant le chapeau dans la salle obscure.
Pell ne pouvait donc pas être au même moment aux deux endroits et a dû faire un choix. Ici, les 5 doyens parlent de la famille Néfertari, qui a décidé de rester à la surface il y a 800 ans et qui est donc une famille de traîtres. On comprend alors que Im-Sama n'est pas un Néfertari, puisqu'il ne lui aurait pas manqué de respect. Plus tard, Im-Sama est appelé par une personne masquée également. Cela nous rappelle que Shaka était également absent lorsque le dragon céleste a voulu capturer la princesse Shirahoshi. Cela signifie que c'est lui qui reprend son rôle au service d'Im-Sama et qui vient lui donner les nouvelles. On remarque d'ailleurs que la princesse Shirahoshi est également l'une des cibles à éliminer par Im-Sama, puisque sa photo est déchirée, comme celle de Barbe Noire et Luffy. La seule photo encore intacte est celle de Vivi que Im-Sama veut vivante et nous savons tous que Pell le faucon est extrêmement attaché à la princesse Vivi. Quand Im-Sama arrive à la réunion, les doyens lui disent de quelle lumière de l'histoire veut-il se débarrasser. Si on fait bien attention à l'habillement de Pell le faucon, il est habillé entièrement avec des lumières, ce qui met en évidence son identité secrète. D'ailleurs les yeux de faucon d'Im-Sama rappellent ceux des faucons et donc de Pell. J'ajouterai que le chapitre qui explique ce qui s'est passé à la rêverie commence avec une couverture où Doflamingo nourrit un jeune oisillon, faisant ainsi référence à Pell le faucon sous Im-Sama. Doflamingo est d'ailleurs celui qui apparaît juste avant la première apparition d'Im-Sama pour annoncer qu'un assassin a été envoyé pour l'éliminer. La tant attendue arrivée du roi Cobra Néfertari devant les 5 doyens. On remarque que Pell et Shaka sont avec lui, ce qui est ironique puisque Cobra va rencontrer Im-Sama juste après. Cobra demande d'ailleurs à Pell et Shaka d'aller veiller sur Vivi, ce qu'ils ne feront pas, puisqu'elle va être capturée par le Cypher Paul Zero. C'est d'ailleurs à la demande de Pell le faucon qu'elle sera capturée. Le roi Cobra obtint alors son audience avec les 5 doyens. Il commence par leur rappeler que les 20 rois qui ont créé le gouvernement mondial étaient les créateurs du monde. Selon la mythologie égyptienne, Horus est également Ré, qui est le dieu créateur du monde et le dieu solaire. Nous voyons donc là également un parallèle à Nika, le dieu soleil, qui est Luffy. De plus, quand Im-Sama voudra utiliser le Mother Flame de Vegapunk, Saint Marcus dit que le monde doit être tel que le Créateur l'a voulu. Suite à cela, alors que le roi Cobra venait de mentionner la question du dit présent dans les noms de diverses personnes, Im-Sama apparaît et gravit les marches, avant de s'installer sur le trône vacant. Le nom Lily lui semble alors familier. Et surtout, l'étonnement sur le visage du roi Cobra nous indique qu'il connaissait déjà la personne installée sur le trône. Im-Sama ou Pell le faucon avait d'ailleurs déjà préparé plusieurs questions pour le roi Cobra. Rien d'étonnant, sachant que le roi Cobra avait déjà mentionné lors de son voyage en bateau à Pell et Shaka qu'il désirait parler des Néfertari aux 5 doyens. Im-Sama apprend alors à Cobra que les dits sont les ennemis d'autrefois, ce qui sera déterminant pour découvrir la signification des dits. Im-Sama parle alors d'une grave erreur commise par Lily dans le passé et qui aurait permis la dispersion des poneglyphes dans le monde. D'ailleurs, si les 5 doyens disent que Cobra ne peut pas survivre après avoir vu le visage d'Im-Sama, cela signifie que le personnage est déjà connu, par le roi Cobra lui-même et qu'il pourrait l'identifier et le révéler. Rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de Pell le faucon. On apprend ensuite que Néfertari Lily de son vrai nom Néfertari dit Lily fait partie des dits. Cela met en rogne Im-Sama, qui utilise une queue pointue pour transpercer le roi Cobra. En effet, à cet instant, aucun des doyens ne s'est transformé en monstre et aucun d'eux ne possède de queue aussi rapide, qu'elle arrive à blesser Sabo, qui est pourtant le 2e membre le plus important de l'armée révolutionnaire derrière Monkey D. Dragon. Point important à souligner, le roi Wapol assiste à l'exécution de Cobra en cachette et parle d'Im-Sama en disant « Qui est cet énergumène ?» Tout cela fait sens, puisque lors de la rêverie qui s'est déroulée il y a une dizaine d'années, Wapol avait giflé la petite Vivi, mais à ce moment-là, seul Igaram était à ses côtés, donc il ne connaît pas Pell le faucon, qui n'était sans doute pas encore devenu garde royal et qui a décidé de le devenir à partir de ce moment-là, en apprenant que Vivi s'est fait agresser. À ce moment-là, Wapol s'enfuit et kidnappe la princesse Vivi. On voit d'ailleurs Igaram chercher la princesse Vivi disparue. Shaka cherchait quant à lui le roi Cobra disparu, alors qu'il est censé savoir qu'il est en audience avec les 5 doyens. Rien d'étonnant puisqu'il est de mèche avec Im-Sama Pell le faucon. Ce dernier est d'ailleurs déjà transformé en faucon, comme Im-Sama auparavant et ne semble pas plus inquiet que cela. Il ne dit rien et semble simplement chercher Sabo, afin de l'éliminer. Plus tard, lors de la réunion des révolutionnaires,
Dragon parle de la menace des chevaliers divins et de leur menace pour les révolutionnaires. Le premier personnage en noir ressemble d'ailleurs fortement à Shanks, cependant en regardant d'encore plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit plutôt de Shaka et que Oda aime jouer avec tout le monde. Quand Sabo expliquera l'attaque d'Im-sama sur l'île de Rorussia, l'attaque d'Im-sama fait un bruit de tambour, semblable au tambour de la libération de Nika. Ceci nous indique que l'arme utilisée appartient à Nika, mais nous verrons cela lors d'une prochaine vidéo. Nous apprenons d'ailleurs que l'un des 20 rois fondateurs d'autrefois se nommait Inu, ce qui concorde avec l'immortalité de Pell et sa présence dans les gravures dans le tombeau royal d'Alabasta. Nous apprenons ensuite que les 5 doyens de définissent comme les descendants des dieux, ce qui explique qu'ils se prosternent devant Horus le dieu. Si vous aviez fait plus attention, vous auriez vu que durant l'arc d'Egged, Mami Konai dit quelque chose de très intéressant. Un proverbe de One Piece qui dit « Un faucon talentueux cache ses griffes ». Oda vous aura prévenu à de multiples reprises. Il fallait juste être attentif. Et pour conclure cette théorie, l'indice le plus complexe est celui qui concerne les aventures d'Ener sur la Lune. Ici, on peut voir Ener qui découvre une stèle antique, qui montre 3 personnes à l'apparence humaine, entourées de petits robots soldats. Si l'on observe attentivement le personnage tout à droite, on remarque qu'il construit avec son acolyte un robot. Dans la mythologie égyptienne, Anubis est représenté sous l'apparence d'un homme à tête de canidé, ou d'un canidé noir. Il contribue, avec Horus, à redonner la vie à son père en créant la première momie. Il est donc le patron des embaumeurs. Ceci fait énormément penser à cette scène de création de robots qui, comme vous devez l'avoir compris, s'agit de Im-sama et Shaka, ou Pell le faucon et Shaka. Si l'on regarde de près le personnage à la droite, on se rend compte qu'il porte une coiffe d'animal avec des plumes sur la tête. De plus, de longs tatouages lui tranchent les joues, comme ceux de Pell le faucon. Il porte également une écharpe comme Pell le faucon. Il porte également un collier comme Pell le faucon. Et plus encore, il a une queue pointue, comme celle utilisée contre Cobra et Sabo. Et a des ailes comme Pell le faucon. Quant au personnage tout à gauche qui guide les petits robots, il pourrait s'agir d'Igaram. On apprend ensuite à la couverture du chapitre 472 que le nom de la cité perdue était Bilka. Et que dû au manque de ressources, les rois habitants sont partis pour la planète bleue avec des ballons gonflables, abandonnant les petits robots à leur sort sur la Lune sans énergie. Ces petits ballons ont d'ailleurs déjà été montrés dans One Piece, tenant sous une île céleste où Urouge se trouvait. Dans le soleil, tout en haut à gauche, nous apercevons d'ailleurs l'œil Uja de Horus, qui est le 3e œil caché de Pell le faucon. À ce stade, vous vous demandez quel est le pouvoir de Im-sama, s'il a le fruit Oan mythique de Horus. Eh bien, selon la mythologie égyptienne, comme je l'ai dit précédemment, Horus est Ré, qui est le dieu de la création. Son pouvoir est donc la création. Nous pouvons confirmer cela avec l'apparition de nulle part d'un hôpital en plein désert qui a permis à Pell le faucon d'être soigné après la bombe. Ajoutons à cela le fait que Luffy a été sauvé par Pell le faucon après son combat contre Crocodile. Luffy avait alors demandé de la viande à Pell en plein désert et malgré cela, Luffy s'était retrouvé évanoui aux portes du tombeau de la royauté d'Alabasta. Sans doute cela provient du fait que la création de Horus disparaît après un certain temps ou à une certaine distance de lui. À la fin de l'arc Alabasta, un bateau tombe d'ailleurs de Skypiea. Une citation de Willie Gallon, un physicien, nous est mentionnée. Toute chose imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. Cela n'est pas sans rappeler le pouvoir de création de Horus. Skypiea est d'ailleurs l'île céleste depuis laquelle Ener est parti pour la Lune. Nous pouvons donc imaginer qu'elle en est la plus proche et que lorsque Pell le faucon en est descendu, il a continué de descendre jusqu'à la planète bleue. Si l'on y réfléchit bien, cela explique les ailes de la tribu des Chandia, qui vivaient pourtant sur Terre. Le royaume le plus proche de Chandia, comme vous l'avez deviné, est Alabasta, qui a été le premier royaume rencontré par les habitants de la Lune, d'où son importance pour Im-sama, qui est Pell le faucon. Ce royaume est d'ailleurs construit en hauteur, ce qui le préserve de toute hausse du niveau de la mer. Et pour finir, selon la mythologie égyptienne, 3500 ans avant Jésus-Christ, 2 villes étaient dominantes, leurs noms étaient Neken et Nupt, respectivement patronnés par Horus et Seth. Après la victoire de Horus sur Seth, le roi de Neken a réalisé l'unification politique de l'Égypte. On peut voir ici que le nom de Seth, le dieu du chaos, ressemble beaucoup à Emmet, soit le robot ami de Joy Boy.
Le pouvoir de Luffy fait d'ailleurs référence au chaos, puisqu'il ne respecte aucune loi et permet de transformer et jouer avec la création, tandis que Horus lui crée le monde, ce qui annonce sans doute l'un des affrontements les plus épiques entre eux. Une dernière chose, le faucon pèlerin construit habituellement son nid sur le bord d'un escarpement élevé, près d'importantes étendues d'eau. Comme Marie-Joise ou siège Im-sama. Je n'en dirai pas plus. Voilà, maintenant vous savez. Cette théorie est peut-être erronée, mais à ce niveau de détail-là, suivre cette théorie serait le meilleur choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle provient de moi-même, artiste, qui baigne dans l'art. Si vous voulez une autre vidéo détaillant la signification du di, le One Piece, Raftel, le chapeau de Marie-Joise. Ou encore Im. Pel. Daoun. Alors soutenez mon travail avec Tipeee, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et surtout n'oubliez pas le plus important. Free Palestine.